Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Peu de gens savent aujourd'hui ce qu'était la situation des Algériens à la veille du déclenchement de la guerre de libération. Les pieds noirs étaient au nombre d'1 million de personnes environ, majoritairement répartis dans les villes. Ils n'étaient pas tous riches, pas tous d'effroyables colons, mais comparés aux Algériens du pays, ils vivaient dans des conditions très opulentes, très confortables. Au pays du soleil, de la bonne humeur et des produits succulents. Les Algériens, communément désignés sous le vocable d'indigènes ou d'arabes, même s'ils étaient berbères, étaient d'environ 8,5 millions d'habitants, dont une grosse majorité vivait à la campagne dans des conditions infra-humaines. À la campagne, ces Algériens étaient pour la plupart chômeurs et crevaient littéralement de faim. Ils étaient vêtus de haillons, allaient souvent pieds nus, ils étaient mangés par leurs poux et se nourrissaient de façon très aléatoire de bouillies ou de galettes d'orge accompagnées d'oignons. Le couscous noir et la viande n'étaient accessibles que très rarement. Le pain blanc était un véritable produit de luxe qu'une très grosse majorité de ces Algériens n'avaient jamais goûté, ni même jamais vu. Ceux qui avaient la chance de travailler étaient des ouvriers agricoles chez le colon, qui les payait partie en nature, partie en argent, juste de quoi manger et se vêtir, très sommairement. D'autres étaient des ouvriers saisonniers et ne pouvaient accéder à l'emploi que durant les campagnes des semailles, des moissons ou des vendanges. À la veille de l'insurrection, ces sous-employés étaient estimés à près de 700 000, alors que les chômeurs étaient au nombre de 500 000. Les petits propriétaires, à des niveaux divers, étaient les mieux lotis, et leur nombre s'élevait presque à 500 000 personnes. D'une façon générale, les ruraux algériens vivaient dans une grande misère, écrasés sous le poids d'une présence coloniale qui les tenait dans un très grand mépris. Ils étaient considérés comme des sous-hommes. Ils vivaient et mouraient dans le dénuement et dans une totale méconnaissance de tous leurs droits humains. Dans les villes, les Algériens vivaient un peu mieux que leurs frères de la campagne, ce qui avait provoqué un grand exode rural puisque, en très peu d'années, à la veille du 1er novembre, la population citadine allait atteindre les 1,6 million d'habitants environ, soit 19% de la population autochtone globale, selon des chiffres de l'administration coloniale bien sûr. Il y avait 120 000 artisans et travailleurs indépendants et plus de 450 000 travailleurs salariés, tout corps confondus, dans les villes, dont nombreux étaient des manœuvres du bâtiment. Parmi ceux-là, près de 140 000 étaient au chômage, sans aucune indemnité. Très peu de ces salariés étaient sous couverture sociale. Près de 90 000 habitants sur les 290 000 Algérois, musulmans du Grand Alger, vivaient dans des logements précaires et des bidonvilles. L'un dans l'autre, les Algériens vivaient sinon dans une misère que personne ne peut imaginer aujourd'hui, du moins dans un grand dénuement, sans perspective et même sans rêve, souvent même, pour une grande majorité, de sentiments nationalistes. Le colonialisme et la misère avaient fait leur œuvre et la flamme de la liberté avait semblé éteinte jusqu'à ce jour du 1er novembre 1954. Voilà, donc nous sommes en couverture spéciale aujourd'hui pour parler du 1er novembre 1954 et j'ai le plaisir pour en parler d'accueillir Montassar Obatron, journaliste et historien qui nous parlera depuis Alger au téléphone. Sur le plateau, Jamila Zeraoui, fondatrice de Select Maghreb. Bonsoir. Merci d'être avec nous, bonsoir. Et Sami Oussedik, coordinateur général
Jamil Azeraoui, généralement, lorsqu'on parle du 1er novembre 1954, on évoque souvent l'image, on convoque l'image d'un peuple, d'une épopée d'un peuple qui était là, prêt à en découdre, de vaillants combattants qui déferlent des montagnes et qui vont donc affronter les chars. Et nous parlons de centaines de milliers de moudjahidines tels que nous en savons aujourd'hui le chiffre, qui est aujourd'hui de 800 000 anciens moudjahidines. Alors qu'à l'époque, au 1er novembre 1954, nous connaissons les chiffres, la population globale des Algériens de souche, qu'on appelait les indigènes, était d'environ 8,5 millions à la veille du 1er novembre 1954, dont à peu près 7 millions qui vivaient à la campagne et 1,5 million à peu près qui vivaient dans les villes. Et les uns, comme les autres, vivaient dans une grande misère pour la plupart d'entre eux. À la campagne, les gens vivaient dans des conditions littéralement infrahumaines. La plupart allaient pieds nus, étaient mangés par leur peau, ne mangeaient pas à leur faim, travaillaient beaucoup lorsqu'ils avaient la chance de trouver du travail. Mais pour la plupart, sauf pour ceux qui étaient petits propriétaires eux-mêmes, petits cultivateurs, petits éleveurs généralement, qui arrivaient juste à vivre. D'ailleurs, ils pratiquaient presque tous une agriculture vivrière. Dans les villes, ce n'était guère mieux, puisqu'il n'y avait que des petits boulots, comme on dit, des artisans, des maçons, beaucoup de gens qui étaient dans le travaux publics et bâtiments. Mais au 1er novembre 1954, ce n'était que quelques dizaines, au mieux quelques centaines de combattants qui avaient rejoint le maquis. Aujourd'hui, peut-être que nous gagnerions à remettre les choses à leur place et à dire les choses comme elles se sont vraiment passées. Alors vous qui êtes jeune, qui n'avez pas assisté là, c'est agréable. Qui êtes très jeune, je présume que vous n'avez même pas assisté à l'indépendance, à la limite. Je suis née après l'indépendance, ben voilà. Et mes parents sont venus en France dans les années 70. Mon père était venu en France pendant la guerre, il me semble. Ensuite, il a fait venir ma maman dans les années, si je ne me trompe, c'était juste après l'indépendance. Donc évidemment, je n'ai pas vécu ces événements. On nous a beaucoup relayé, évidemment. On a beaucoup parlé donc, de ces événements, mais comme quand nous étions adultes. En fait, ce qui se passait, c'est que dans nos familles, enfin je ne sais pas si ça concerne toutes les diasporas, c'est qu'on a commencé à nous parler quand on était adulte et pas forcément enfant et adolescent. Donc en fait, la guerre et tout ce qui se passait autour de la guerre, on a été obligé de chercher l'information et de renseigner. Évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris dans les écoles de la République. Oui. Donc c'est vrai qu'on a fait nous-mêmes ce devoir de mémoire et de recherche et de comprendre la réalité. Après, bon, ce qu'on a compris en cherchant les informations, c'est que l'histoire quand même a été écrite par ceux qui ont gagné la guerre. Donc évidemment, on n'avait pas forcément les bonnes, les belles et les dernières versions mises à jour. Donc bon, c'est vrai que dire Je présume que vos parents vous ont transmis une histoire sublimée. Non, pas forcément sublimée, parce que mon père a vécu la guerre à Paris. Donc c'était autre chose. Donc c'est vrai que ça, on l'a appris beaucoup plus tard. Mais, vous avez parlé d'octobre 61. Oui, tout à fait. Il y était d'abord et il a survécu, heureusement. Je ne serais pas là sinon. Mais cette histoire, c'est plutôt nous-mêmes qui avons fait ce devoir d'aller la chercher et de comprendre. Et c'est vrai que ce qu'on a pu lire ne reflétait pas la réalité des choses. Ce que vous avez dit là, évidemment, là vous parlez de 300 donc moudjahidines par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui autour de la sublimation du 1er novembre. Mais bon, les livres d'histoire ont été écrits par ceux qui ont gagné la guerre. Aujourd'hui, il y a un travail de mémoire à faire et d'histoire qu'il faut prendre au sérieux. Et là, je laisse ce travail aux historiens, à eux de se mettre à leur plume. Je reviendrai à vous pour que vous nous parliez un peu, vous, en tant que jeune, ce qu'on vous a dit sur le travail absolument admirable de la génération de vos parents, ici en France, qui ont été le principal pourvoyeur d'argent de ce nerf de la guerre qui a propulsé la révolution algérienne à un niveau mondial, en partie et de façon très importante grâce à cet argent. Et l'histoire reste à faire sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas que les Algériens de souche, il y a aussi des Européens qui ont grandement participé à l'effort de guerre via des réseaux, dont le plus connu est le réseau Janson par exemple. Mais Exactement. Ce que je vous disais par rapport à notre communauté, par rapport à notre diaspora, nos parents, enfin surtout nos pères, étaient des hommes très très discrets. Ils s'est penché très peu sur leur vécu et ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils ont vécu à travers la guerre.
guerre, il a vraiment fallu chercher l'information et leur poser des questions pour qu'ils se lâchent. Et c'est vrai que ça n'a pas été un travail facile, mais le peu de choses qui a pu ressortir, c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance du fait quand même qu'ils étaient dans la gueule du loup, comme on dit. Voilà, dans un état de guerre. Ils avaient leur famille qui était encore en Algérie. Et c'est vrai qu'ils risquaient leur vie tous les jours pour pouvoir justement collecter cet argent et puis participer à l'effort de guerre. Et ça, on l'a vu dans les films qui sont sortis récemment autour de la guerre d'Algérie, dont celui qui était avec, je ne me souviens plus du titre du film, qui parlait justement donc, de cette période de la guerre d'Algérie avec Debbouze, il me semble, Les Hommes. Bon, j'ai oublié ce titre, mais c'est vrai que ça décrit très bien l'histoire de trois frères autour de la guerre qui ont des visions très différentes et des parcours très différents, alors qu'ils vivent dans le même environnement. On n'en a pas suffisamment parlé, on n'a pas fait suffisamment de films sur cette fameuse fédération de France, la 7e wilaya. Hein, c'est un Siddiq. Oui, tout à fait. D'abord, laissez-moi vous dire que je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont morts au champ d'honneur pour que nous soyons indépendants. Parce que c'est un héritage important. Cette date aujourd'hui marque quand même le début de la guerre d'Algérie, la guerre de libération. Et surtout, il y a un point aussi qui est important. La guerre d'Algérie n'est pas venue comme un éclair dans un ciel bleu. Elle est le produit d'une histoire de lutte, de combat, débutée déjà dès les années 20. Pourquoi les années 20? Parce que c'est à ce moment-là où la notion d'indépendance prend sens. Parce que l'indépendance est liée à l'État-nation. Oui. C'est très important. Donc à ce moment-là, par, je dirais, surtout notre émigration, parce qu'on y revient à cette émigration, qui a été socialisée à cette valeur d'indépendance et tout, c'est devenu non pas juste une rébellion, mais un combat politique, mené au nom d'idéaux politiques, mené au nom d'une identité à recouvrer. Parce que ce qui est important, c'est que nous avons été dépossédés de tout. Et ça, il faudrait qu'on en parle, parce que c'est quelque chose d'important et on y reviendra. Et je dirais donc, effectivement, dans cette situation-là, l'émigration a joué un grand rôle. Il se trouve que par mon histoire familiale, beaucoup de membres de la famille ont été impliqués tant dans les maquis en Algérie que mon cousin qui était aussi l'avocat du FLN dans... Le fameux... qui était effectivement l'avocat du FLN dans le collectif avec Mère Vergès, Dumas et d'autres, Abdullah et différents autres. Et ce combat était mené partout. Ça veut dire qu'il y a aussi, puisque vous parliez des mythes fondateurs de l'histoire, toute histoire, tout pays a des mythes fondateurs. Mais le danger, c'est lorsqu'on les manipule au profit de certains. Absolument. Le danger est là. Et lorsqu'effectivement, sur ces mythes fondateurs, nous revenons, on a un peu mis à l'écart le rôle que vous venez de mettre en exergue, ainsi que Mme Zeraoui, de ce qu'on appelle l'émigration. Et ce processus se perdure avec la Constitution qui a été votée. Ça veut dire, l'émigration, en tant que pourvoyeuse, mais je dirais non pas juste d'argent, puisque vous l'avez dit, d'idées, de combats, de valeurs, et d'action. Et j'y arrive. Et j'y arrive. Il y avait des maquis urbains. Et j'y arrive. Qui a véhiculé tout ça, a été mis de côté. Et il y a un voile pudique qui a été lancé sur ça. Parce que ce qui est très intéressant là aussi, qui a bénéficié des ressources symboliques de la guerre? C'est des gens qui sont arrivés au pouvoir à partir de 62, ce que je nomme un peu le système de la matrice. Ces gens-là ont pris en charge des ressources symboliques, des ressources historiques et des ressources financières grâce à la rente. Et les ressources historiques aujourd'hui s'épuisent. On a fait du rapport au mouvement national, puisqu'on parle du mouvement national, et à la guerre, une ressource que beaucoup d'Algériens regardent, d'une certaine façon, regardent ça de loin. Vous savez, le nationalisme ne s'arrête pas à sortir un drapeau dans un stade. Il se vit tous les jours, dans tous nos actes. Il se vit dans la foi, dans le travail. C'est ainsi qu'on est véritablement un patriote. Oui. Les discours qui disent c'est aujourd'hui qu'il faut construire. Et cet héritage-là, il faut construire véritablement digne. Vous parlez de mythe, mais est-ce qu'il devrait être permis de construire sur de la mystification? Quand nous savons les vrais chiffres, certains chiffres, disons, avant 1961, avant le fameux 19 mars 1962, date à laquelle il y a eu un ralliement massif de gens qui sont devenus anciens moudjahidines, avant même qu'ils ne deviennent anciens,
Et donc, nous savions qu'il y avait quelques milliers de moudjahidines, y compris les troupes qui étaient à la frontière, qui étaient au Maroc et en Tunisie. Il y avait quelques dizaines de milliers, disons. Aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, parce que le vrai chiffre n'est pas communiqué, personne ne sait quel est le chiffre réel des anciens moudjahidines, alors que nous devrions nous en flatter, n'est-ce pas? Il le cache très bien parce qu'il est significatif de tout ce qui s'est passé en dessous. Le vrai chiffre serait de l'ordre de 800 000 anciens moudjahidines. 800 000. Je vous laisse imaginer, pour une population qui était d'environ, allez, à la louche, 10 millions d'habitants en 1962. S'il y a 800 000 anciens moudjahidines, on fait un calcul tout simple. On partage la population en deux, 50% femmes, 50% hommes. Nous avons donc 5 millions. Puis nous prenons les enfants, les personnes très âgées. Il resterait peut-être au mieux 400, 500 000 adultes. Vous savez, c'est très simple, parce que bien évidemment, le statut d'ancien moudjahid après la guerre a permis d'avoir une carte d'accès privilégiée à la rente. Oui. D'accord. Donc vous continuez... Et d'être le relais privilégié du régime. Mais j'y arrive. Et le rempart. J'y arrive. Oui. Si vous permettez, j'y arrive. Vous accédez à la rente. La contrepartie, c'est quoi? C'est de créer une clientèle pour un pouvoir. Puisqu'effectivement, là, ce sont, je dirais, ces faux moudjahids, pas les vrais. Oui. Ceux-là, il faut toujours les honorer. Et ceux qui sont tombés au champ d'honneur, je dirais, il faut véritablement les commémorer. Parce qu'eux sont les vrais héros. Oui. D'accord. Et effectivement, tous ces faux anciens moudjahids sont devenus des récipiendaires de la rente et ils ont bénéficié de pas mal je dirais, de choses importantes. Juste une notion lexicale. Vous avez parlé effectivement de mythe et de mystification. Ce sont deux choses proches, mais qui ne sont pas la même chose. Tout à fait. Qu'on soit bien clair. Moi, je parle des mythes, et bien évidemment, je condamne la mystification. Et quelque chose d'intéressant, vous savez, ce fameux concept je dirais, de famille révolutionnaire. Bon. En la matière, je n'ai pas de complexe, ni de leçon, ni de complexe à avoir, compte tenu de notre passé, et même du mien. Je pense que ce qui est très important, pourquoi est arrivée cette notion de famille révolutionnaire? C'est que d'une certaine façon, parce que la biologie passant, à partir des années 80, fin des années 80-90, les gens prenaient de l'âge. La question de la famille, c'est quoi une famille? La famille, c'est quoi? C'est d'abord l'héritage, c'est la succession. Ça veut dire que les faux anciens moudjahids, on a créé ce concept pour dire nous pouvons transmettre, vous savez, les enfants 2 et 2 et 2, ça fait dire que le legs légitime, de légitimation, ainsi que les ressources qu'on pouvait en tirer, on dit « mon fils va pouvoir en bénéficier ». Cette notion-là, il faut la combattre. Parce ce qu'il y a de révolutionnaire d'abord, c'est pas la famille, c'est le peuple. Oui, mais Sami Ousder, expliquez-moi une chose. Comment se fait-il que les vrais anciens moudjahidines, dont certains sont encore de ce monde, fort heureusement, et les vrais fils de Chouhada, filles et filles de Chouhada. Moi, je vous rappelle, par exemple, qu'au lendemain de l'indépendance, les premières lois que ce régime avait pendues s'appelaient les catégories C et D des postes réservés pour les anciens moudjahidines et femmes de Chouhada. Et quels étaient ces postes C et D? C'était vaguemestre, appariteur, planton et, pour les femmes de Chouhada, femmes de ménage, femmes de Chouhada, qui à l'époque étaient toutes jeunes encore, elles avaient la vingtaine. Expliquez-moi comment ces enfants, ces femmes de Chouhada, ces vrais moudjahidines, ont accepté de se laisser infester, de laisser leur rang se faire altérer et polluer par ces centaines de milliers de faux moudjahidines qui sont devenus le rempart du régime et qui ont procédé d'une mauvaise conscience généralisée et qui ont donc essaimé un peu partout. Et nous voyons aujourd'hui leurs enfants passer leur temps à dire « moi je suis fils d'ancien moudjahid, moi j'ai droit à ceci parce que je suis... » Comment les vrais moudjahidines, Sami Ousdir, les enfants du Chouhada, ont-ils accepté une telle insulte faite à leurs chers disparus? Les enfants et les veuves de Chouhada, comme vous l'avez bien dit, sont retrouvés 2 fois orphelins à la Révolution. Ils ont été orphelins de leurs parents, mais également orphelins puisqu'on leur a volé la libération. Oui. On les a maintenus dans des situations extrêmement précaires. Vous savez, la vie est compliquée. Lorsque vous devez nourrir une famille, c'est compliqué. Oui. Donc ils ont dû
la mort dans l'âme acceptée. Maintenant, sur les anciens moudjahid, d'abord, ils sortaient, il est vrai, hein, là on parle des vrais, ils sont sortis extrêmement exténués de cette guerre de libération. Parfois, ils ont regagné leur campagne. Ceux qui pouvaient faire quelque chose, deux choses. D'abord, on ne peut pas du jour au lendemain trahir un serment. On dit on va laisser le temps au temps. Beaucoup sont allés dans l'édification de l'État. Vous savez, on s'est dit nous allons construire un État. L'Algérie va devenir un État fort indépendant. On a eu cette idée de construire cet État. Donc ils sont allés corps et âme dans l'administration. Ils sont allés, ils ont travaillé. Et puis certains ont dit aussi, d'une certaine façon, je me retire. J'ai fait mon devoir. Voilà, j'ai fait mon devoir. Aujourd'hui, c'est une Algérie indépendante, je ne dis pas libre, mais indépendante, à laquelle effectivement les nouvelles générations vont devoir s'attacher à créer. Et il se trouve qu'effectivement, beaucoup sont détournés de cela. Voilà un peu comment, vis-à-vis d'un système qui a véritablement mis en coupe, réglé toute une société, parce que là aussi il faut dire, c'était un système qui était un système plus qu'autoritaire. C'était difficile de parler dans ces temps-là. Vous savez, vous vous souvenez des fameuses rafles, des fameuses choses qui se sont passées. La fameuse SM. Jamila Zeraoui. Oui, je vous en prie. De Moudjahid et justement donc, du rôle qu'on leur donne. Je vais toujours parler par rapport à la diaspora, ce qui m'intéresse réellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous raconte mon histoire personnelle. Moi, mon père est mort il n'y a pas longtemps, en janvier dernier, et quand on a rangé ses affaires, on a trouvé ses papiers. Et dans ces papiers, il y avait 2 attestations qui attestaient qu'il était chef de Kasma, ici en France, à Paris. Et mon père n'a jamais demandé de rang de Moudjahid. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a appris. Là, je suis un peu émue parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et il n'a pas demandé comment son attestation communale, du tout, ni la pension à y afférent. Il n'a pas demandé de pension et je connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas, beaucoup d'amis, dont le père n'a pas demandé justement à toucher cette pension. C'est quelque chose qu'ils ont fait pour eux. Ils ne s'en sont jamais vantés. Et la diaspora, c'est vrai que regorge de beaucoup de personnes de ce type, comme mon père, qui a fait l'effort de guerre, mais qui n'a jamais demandé un droit. Aujourd'hui, je pense que on devrait leur faire un hommage, surtout ici au niveau de cette diaspora, pour les remercier, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et c'est vrai que c'est des hommes comme ça qui auraient pu peut-être permis à l'Algérie, s'ils avaient été là-bas, de la faire grandir. Donc moi, je voudrais vraiment rendre hommage à ces hommes et puis surtout à mon papa. Très bien. Et vous n'êtes pas un peu étonné, un peu choqué parce que vous apprenez, lorsque vous apprenez de tels chiffres, que le nombre des Moudjahidines a été gonflé? Surtout ce que vous me dites de personnes qui se revendiquent alors qu'ils n'ont jamais été dans le maquis ni pris une arme, c'est tout bonnement dégueulasse, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça donne envie de vomir, hein, sérieusement, oui. Et le pire, vous savez? Et que les enfants, justement, utilisent ce droit pour pouvoir avoir des passe-droits, c'est encore plus... C'est encore pire, parce que les enfants, parfois, de bonne foi, pensent que c'est vrai. Qu'effectivement, il y a ce passé. Ils vivent sur un mensonge dans ces cas-là. Leur vie est un mensonge. Mais on est d'accord. Et ça permet d'une certaine façon aujourd'hui d'ouvrir des droits à ces personnes qui considèrent qu'ils ont totalement droit. On a aussi ce système-là avec les anciens responsables qui ont pillé l'Algérie et leurs enfants aujourd'hui réinvestissent là-bas en disant Haqi. Ou Baba Ben al-Jazair ou Hararha ou qui l'a libéré. Bien évidemment. Mais ça me dire, le pire, moi je connais quelques histoires. Lorsque d'authentiques grands révolutionnaires se fassent acheter, je vais vous donner quelques exemples. كريم بالقاسم ربي يرحمه خضر عيد أحمد عبار رمضان qui est mort avant l'indépendance, Ali Msili, beaucoup d'anciens moudjahidines authentiques, de vrais leaders révolutionnaires, ont refusé de se laisser corrompre au prix de leur vie. Ils ont payé de leur vie, ils ont été assassinés. Karim Belkacem par exemple, le lion du Djebel, qui a fait 14 ans de maquis, pas 7 ans. Il a fait 7 ans et 8 ans, il a fait 15 ans. Il a été 7 ans avant 54 au maquis. C'est dire. Avec mon oncle en 47. Voilà. Et donc, il s'est fait assassiner, et celui qui l'a assassiné a été nommé, du temps de Boumedienne, commissaire principal d'Alger, chef de sûreté du Wilaya. Alors que d'autres, d'authentiques révolutionnaires, se sont fait acheter en bon argent. Je ne citerai pas de noms, mais nous connaissons tous des noms de chefs de Wilaya, des colonels. Et nous connaissons le nom de gens prestigieux, qui étaient à New York, notamment, vous voyez un peu, suivez mon regard, de gens qui se sont fait acheter en bon argent.
alors que ce sont des gens qui ont été connus à un plan international. Ils étaient de l'envergure de Che Guevara. Ils étaient de l'envergure des plus grands révolutionnaires qu'ait connu l'histoire. Et ils se sont fait acheter. Vous savez, l'homme est faible. L'homme est faible, il ne faut jamais oublier. C'est peu dire. Vous savez, on a une vision romantique de l'histoire. On a des héros incommensurables, mais chaque héros a sa part de, je veux dire, sa faille. D'humanité. Et a sa faille. Donc effectivement, dans tous ces anciens moujaheds, ces véritables héros, comme vous les qualifiez, certains n'ont pas été à la hauteur de leur combat. Ils ont failli. Oui, d'où le mot faille. Totalement. Mais c'est l'histoire de l'humanité. Nous n'avons rien d'exceptionnel là-dedans, et c'est ce qui arrive dans toute révolution. Vous savez, il y a un autre adage qui dit « la révolution mange ses enfants ». Vous venez de me citer Kérim, vous me citez Baudrillard, Foucault. Eh bien, ces héros-là ont été avalés par la révolution. Malheureusement, pas par la révolution, par les embusqués de la révolution. Pour dire vrai. Montassar Botron est avec nous depuis Alger. Montassar, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Montassar. Montassar, novembre 1954, il y a une histoire écrite. Tout à l'heure, Jamil Azeraoui nous a dit l'histoire est écrite par les vainqueurs. Malheureusement, les vainqueurs ne sont pas toujours ceux qu'on aurait espérés. Les vainqueurs sont surtout les embusqués de l'armée des frontières qui ont écrit l'histoire à leur convenance. Et donc, aujourd'hui, nous ne savons du 1er novembre 1954 que ce qu'on veut bien nous dire. Montassar. Oui. Oui, la question est ouverte. Vous pouvez commenter à votre guise. Je partage tout à fait ce qu'elle a dit. L'histoire est écrite par les vainqueurs. De toute façon, ce qui est écrit, c'est une histoire officielle. C'est un discours qui sert d'intérêt de ceux qui gouvernent ou qui profitent du système. Quant à la vérité historique, personne ne la veut. Surtout pas ceux qui gouvernent, parce que ça permet de révéler des choses qui ne laisseraient pas continuer à dilapider les richesses de ce peuple, à le gouverner, parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont prétendu être. Voilà, la révolution, c'est le 1er novembre, on sait que c'est un processus, c'était une crise. Des patriotes ont décidé de passer à l'acte. Il y a un petit peu on gonfle un petit peu les faits du 1er novembre, les attentats, l'histoire de Charles, c'est-à-dire les Algériens n'ont pas mené une guerre contre l'armée française parce que c'est disproportionné. C'était plus une guérilla pour obliger quand même le système colonial à céder. Et ceux qui l'ont vraiment, ceux qui sont battus, sont ceux qui ont payé. C'est pas eux qui sont aujourd'hui rémunérés. Au contraire, beaucoup ont été même considérés comme traîtres d'une manière alors que des traîtres qui sont arrivés à s'intégrer dans la force locale, des martiens, des gens qui sont venus ont pris le pouvoir, et c'est comme ça qu'on trouve que par la suite Kérim Bakas est devenu traître, et il y a beaucoup, ce qui fait mal quand on parle, je vous ai parlé avant sur des gens qui ont été guillotinés, des gens qui sont tombés armes à la main dans des vraies batailles, et ils sont considérés comme traîtres uniquement parce qu'ils n'ont pas porté l'étiquette FLN. Parce que bien sûr aussi, on veut nous dire que ce peuple est rentré dans la lutte. Montassar Botron, guillotiné qui n'appartenait pas au FLN, vous parlez des guillotinés du MNA? Du MNA, et pas simplement les guillotinés. Il y a beaucoup de martyrs qui sont tombés dans des batailles parce qu'on ne dit jamais qu'en fin de compte, les forces combattantes n'étaient pas uniquement le FLN. Oui, il y avait des communistes, il y avait des maquis communistes. Il y avait des communistes qui sont morts pour l'Algérie. Oui, il y avait des gens du MNA qui sont morts pour l'Algérie. Mais Montassar Botron, moi ce que je ne comprends pas, aujourd'hui avec du recul, je comprends parfaitement que le FLN de l'époque veuille monopoliser la représentation de la révolution. Parce qu'il n'en fallait qu'un. Il ne pouvait pas y avoir foule à diriger la révolution. C'était tout à fait normal parce que stratégique. Mais maintenant, avec du recul, bien après, pourquoi n'y a-t-il pas de pas de l'un vers l'autre? Pourquoi n'y a-t-il pas de reconnaissance à l'endroit de ceux qui nous ont donné leur vie
Pourquoi ne pas reconnaître certains des chouhadas du MNA qui sont morts pour l'Algérie, des communistes qui sont morts pour l'Algérie, des Français blancs, des Français de souche qui sont morts pour l'Algérie. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Fernand Yveton, dont une rue porte le nom à Oran, qui a donné sa vie à l'Algérie, eh ben, quelqu'un a voulu débaptiser la rue, tout simplement. Oui. Yveton, il y a Raymond Péchard, il y a Henri Maillot, et il y a même un juif Guinafia qui sont tombés à la main pour la libération de l'Algérie. Mais justement, avec ce système qui nous a rendus ingrats, on ne reconnaît pas d'ailleurs. Même quand on dit FLN, c'est un mot un petit peu qui ne reflète pas une réalité, parce qu'en fin de compte, il y a eu des FLN. Quand on suit l'évolution de la révolution ou de la guerre de libération de 54 à 62, on a tué beaucoup de patriotes, on a tué Besleror, on l'a tué en Tunisie, on a tué Zahari Saïd, on a tué Lamouri. Et notre révolution, elle porte aussi beaucoup de contradictions. Alors pour le MNA, c'était carrément... Donc beaucoup de patriotes du MNA et du FLN ont été tués par leurs frères. Et ça aussi, c'est des tabous. À l'indépendance, les gens, quand on prend le MNA, il y a une vingtaine de condamnés à mort à Alger. Pourquoi? Parce que Alger, quand il y a eu les opérations du 1er novembre, le groupe du FLN ou du CRUA, tous ils étaient arrêtés le 4 novembre. Le 4 novembre, tous ils étaient arrêtés parce que tous ils étaient fichés, on peut lire vos jours, etc. Et d'ailleurs, même Mitterrand, quand il est venu, il a dit que c'était un feu de paille. Mais après, il y a eu d'autres commandos qui sont rentrés, qui ont fait des opérations. Après le 1er novembre, tout le monde a été arrêté. Les missalistes, les anciens de l'os, donc ceux qui ne sont pas allés en prison, ils ont repris le maquis. Donc la guerre de libération, elle a été menée par le peuple algérien, pas par une étiquette. C'est vrai que le FLN, il voulait un interlocuteur unique. Restez avec nous, Montassaro Batron, je vais revenir vers vous pour vous poser la question des faux anciens moudjahidines. Qu'est-ce qui a dicté cette conduite? Pourquoi a-t-on voulu créer autant de faux moudjahidines? Était-ce pour noyer les vrais moudjahidines dans la masse des faux, ou y avait-il quelque chose d'autre derrière? Samuel, vous vouliez rebondir il y a un moment? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose qui me paraît aussi essentiel parce que ça fait écho avec notre actualité. Le combat qu'a mené le peuple algérien pour son indépendance est un combat universel. Nous avions à cette époque des choses à dire au monde. Nous avons un exemple à dire au monde. Il n'est pas pour rien que vous avez cité différents noms, pas juste, je veux dire, des noms algériens au sens premier du terme. Ça veut dire que c'était une cause qui était devenue plus grande, une cause universelle. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus rien à dire au monde. Nous sommes refermés. Nous étions ouverts, nous étions universaux. Maintenant, nous sommes refermés par un manteau qui a été mis sur notre peuple, un bâillon sur notre bouche. Aujourd'hui, qui parle de l'Algérie, sauf, je veux dire, de façon négative. Il y a tout ça qu'il va falloir reprendre. Il y a tout ça au nom de ces valeurs dont tout le monde parle. Parce qu'attention, il y a quelque chose qui me paraît fondamental. L'histoire n'a véritablement d'intérêt que si elle éclaire le futur et si elle donne un sens au futur. Sinon, vous vous enfermez dans un processus mémoriel qui ne sert que ceux qui l'instrumentalisent. Il devient un fonds de commerce. Il devient un fonds de commerce. Donc, effectivement, il faut commémorer. Mais prendre acte de ça, pouvoir véritablement être dans l'action politique, au nom de ses valeurs, reprendre tous ces symboles pour aujourd'hui faire de ce pays, certes indépendant, mais un pays qui reste, qui n'est pas encore libre, c'est là le véritable combat. Et c'est là, les personnes que vous avez, ces héros de la révolution que vous avez derrière vous, hein, Betat, Ben Mehdi et différents grands noms de la révolution algérienne, ce qu'on doit retenir d'eux, c'est qu'ils se sont levés à un moment où personne ne croyait à un avenir possible, différent. Ils sont levés lorsque l'avenir n'était plus là. Aujourd'hui, il faut véritablement tenir compte de ça pour nourrir notre combat. C'est là le véritable message qu'il faut faire passer. Jamil Aziraoui, aujourd'hui, nous avons des millions de nos compatriotes ici en France, qui vivent ici, dont beaucoup sont franco-algériens, hein, qui sont français et algériens. Binationaux.
Et nous avons aussi de très nombreux amis parmi le peuple français. Le peuple français qui n'est pas notre ennemi. Bien que comment dirais-je, la relation semble assez conflictuelle parce qu'elle est l'objet d'une prise d'otage par certains qui sont dans l'électoralisme, qui savent se servir des plus vils instincts des uns et des autres. Est-ce que vous ne pensez pas que pour aller les uns vers les autres, pour essayer de nous réconcilier les uns avec les autres, je parle des peuples les uns avec les autres, est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions faire ressurgir ces histoires, cette histoire de ces Français blancs qui ont été à nos côtés, par exemple l'appel des 120, les progressistes français qui sont très massivement rangés de notre côté, ces gens du réseau Jean V dont vous parliez tout à l'heure, ces gens qui ont été dans les maquis algériens et qui étaient français, qui étaient considérés par les leurs comme étant des traîtres à la nation, à la patrie française. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamila Zeraoui? Alors moi, ce que je pense par rapport à ça et par rapport, là on parle évidemment donc des Franco-Français donc qui ont contribué à la guerre de libération. Moi, je vais revenir à ce qui se passe aujourd'hui dans les commémorations et tout ce que la diaspora peut mettre en avant pour justement faire sortir ce travail de mémoire. On le voit de plus en plus à travers les événements qui sillonnent un peu donc notre actualité, que ce soit par exemple octobre 61. On voit depuis 3 ou 4 ans qu'il y a énormément de mairies qui commémorent les massacres d'octobre 61, chose qu'on ne voyait très très peu il y a 5 ans ou même... et ça, c'est vraiment un travail qui est fait par des élus de terrain, des élus franco-français et des élus de la diaspora algérienne. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans toutes les communes, on a vraiment beaucoup d'élus franco-algériens et qui portent et qui poussent le drapeau et qui font en sorte que ces commémorations ont lieu. Et je vous promets qu'à chaque levée de drapeau, commémoration, il y a beaucoup de Français qui se déplacent et qui sont là. Donc moi, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Ensuite, on le voit également, donc comment dire, on parle beaucoup de la repentance de la France dans les crimes colonialistes. On voit aussi beaucoup d'élus politiques qui sont toujours là à vanter donc les bienfaits du colonialisme. On l'a vu avec Sarkozy, oui, on l'a vu tout récemment avec Fillon, mais c'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours des actions qui sont menées justement pour faire taire ou pour faire, comment dire, pour mettre en avant un discours qui est complètement contraire. Il y a un travail de terrain qui est fait ici au sein des diasporas, des réseaux et des associations. Et Sarkozy qui hier a traité Juppé de Ben Ali Juppé, pour vous dire à quel point... Je ne le savais pas, mais vous l'apprenez, oui. Donc le travail de terrain, il est fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une visibilité quand même qui est assez différente. On a aussi une jeunesse, des élus, des personnes qui se mobilisent dans les associations pour faire passer un message, pour faire ressortir ce travail de mémoire et faire en sorte que la France ait un discours apaisé avec ce qui s'est passé en Algérie. C'est vrai que cet apaisement, il est nécessaire pour tout le monde, il est nécessaire pour nous et pour nos enfants également qui sont issus de la diaspora, mais sur une autre génération. Et donc c'est le pays aujourd'hui. Si on ne fait pas ce travail, ça va se dissoudre dans les temps et un jour, on va plus du tout entendre parler de cette diaspora et comment dire... Comment vous faites pour garder un lien aussi fort à un moment où le régime, aussi fort avec le pays d'attache, le pays d'origine, à un moment où le régime algérien considère les gens de la diaspora comme des sous-citoyens? Vous avez vu les dernières modifications constitutionnelles? Complètement, mais je pense que l'histoire qu'on a avec l'Algérie, c'est une histoire de cœur et à partir du moment où on quitte ce territoire, on est différent, on ne voit pas les choses de la même manière. Il y a évidemment cet attachement au pays et c'est quelque chose qui est ancré en nous. Je le vois très bien quand je fais des événements autour de l'Algérie. Il y a toujours une symbiose, il y a toujours une énergie. Les gens sont contents d'être là, sont contents de revendiquer leur algérianité et c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever et c'est ce qui rend d'ailleurs les Algériens si attachants ou pas à l'étranger et c'est quelque chose qui est en nous. En fait, c'est un peu du nationalisme, du patriotisme et c'est vrai qu'ils devraient en jouer et en profiter parce que finalement, ce patriotisme, je ne sais pas si on peut le trouver aussi de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. Donc c'est dû. Est-ce que les gens qui sont nés ici ont pris le nationalisme au sein de leur mère, au biberon? C'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu là-bas et qui adorent l'Algérie. Moi j'ai vu ça par exemple pendant les matchs de football. Mais ça prouve que l'Algérie interpelle et qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN et c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter, au contraire, il faut le travailler dans le bon sens et essayer de sortir de ça ce qu'il y a de meilleur et
Je pense que de l'autre côté de la Méditerranée, devrait vraiment se soucier un peu plus de cette diaspora. Et vous n'en voulez pas à vos compatriotes du pays de ne pas vous avoir soutenu quand le régime vous a déclassé, quand il vous a extirpé ses droits humains, on en veut peut-être constitutionnels? Qui ont voté contre, oui. Ils n'ont pas voté contre, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas branché, ils ont accepté. Il me semble que certains députés de la diaspora. Oui, mais certains, c'est une toute petite minorité. Oui, mais bon, ils sont censés nous représenter, donc c'est vrai que c'était peut-être pas quelque chose de très, très important à faire. Mais on ne leur en veut pas, non, parce qu'on sait très bien que finalement, cette loi touche qui? En profondeur, ça touche je ne connais pas donc les tenants et les aboutissants de cette loi, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça touchait quelques corps de métier qui nous seront de façon inaccessible, même si on était algériens. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup de bruit pour rien. Muntasser Oubattaloun, après je reviens à Sami Siddiq. Muntasser Oubattaloun, ces faux moujahidines qui sont au moins 7 à 8 fois plus nombreux que les vrais. Comment vous expliquez ça? Pourquoi le régime a-t-il créé autant de faux moujahidines qui coûtent aussi cher à la nation? C'est pour noyer les vrais moujahidines. C'est pour les noyer. On sait que, bon, sur ces faux moujahidines, je sais que lors de la réunion de Tripoli, on a commencé à faire des décomptes. C'est-à-dire que la majorité de l'ALN a été massacrée en Algérie à l'intérieur avec les opérations rouleau compresseur, avec Chal, etc. Donc il restait quelques centaines. Et on avait 10 000 au Maroc et 15 000 en Tunisie. Donc on a gonflé à 35 000. Bon, et après on est sorti avec le chiffre de 70 000. C'est pas grave. Aujourd'hui, le chiffre il équivaut à quelques centaines de milliers. Et ces chiffres, justement, quand ils élaborent leur dossier, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Moujahidine, beaucoup a été fait pour que ces attestations soient données. C'est des attestations ou 2 à 3 signées. Vous savez, moi j'ai fait une enquête dans l'Algérois, dans la Wilaya 4, parce que justement l'ALN de la Wilaya 4 s'est opposé à l'armée des frontières. Ils ont été punis, ils avaient faim. Ils ont attendu jusqu'à 1984 pour qu'on leur reconnaisse quand même une petite indemnité, ce qui a fait que beaucoup ont signé pour des harkis, pour des raisons, pour avoir un petit peu d'argent, et puis on sait que même en 62, il y a eu l'intégration de ce qu'on appelle la force locale. Et dans cette force locale, il y avait beaucoup d'anciens commandos de chasse, ce qu'on appelle la tête chercheuse du général Chal. Et on sait qu'à la tête du FNL, ceux qui ont déclenché le 1er novembre, les vrais patriotes, vous avez parlé de crimes, il y a d'autres aussi, les gens doivent savoir que en 1962, le MNA, Messaïd Haj, a reconstitué le PPA et a demandé à des grands militants comme Lamine Merbah, de grands nationalistes de rentrer au pays. Alors l'objectif était de parfaire l'indépendance de l'Algérie. Malheureusement, pour fêter le 1er novembre 1962, ils ont été arrêtés, sauvagement torturés. Donc l'histoire au Sahara, pratique au Sahara, ça a continué et malheureusement, elle a encore continué plusieurs années, peut-être même qu'elle subsiste. D'un autre côté, il y a ces martyrs à qui on a refusé la reconnaissance, et c'est devenu un privilège, c'est devenu un fonds de commerce, et la situation aujourd'hui est arrivée à pourriture. Le ministre des Moujahidines qui est maintenant en France, dont les enfants ont aussi la nationalité française, et il est devenu avant, il a participé à ce massacre. Concernant maintenant notre diaspora, j'ai envie de parler à la sœur qui est à côté de vous. Il n'y a pas à dire, les premiers martyrs sont venus de France, madame, en 1939. Rifqi Kahal, il est venu pour soutenir quand il y a eu la dissolution du PPA, il a fait la présence, il est mort sous la torture. Le mouvement nationaliste algérien indépendantiste, qu'on le veuille ou non, il est né au sein de l'immigration, et en France, c'est là où a été créée l'histoire nord-africaine, et c'est des milliers qui sont rentrés de 54 à 62. Merci beaucoup, nous arrivons presque à la fin de l'émission. J'aimerais juste vous dire
qu'on vient de me dire à l'oreillette que le journaliste Edoui Plenel est passé à la chaîne 3. Il a dit que personne n'a le droit d'empêcher le peuple algérien d'accéder à son histoire, à ce qui s'est vraiment passé. Et il a cité pour l'exemple la mort, l'assassinat de Abba Ramdan par les siens. Sami Oussedik. Écoutez, si, puisque nous sommes arrivés au bout de cette émission passionnante, qui nous a projeté dans l'histoire de notre pays, histoire ô combien mouvementée, mais histoire qui nous appartient. Et quand je dis nous appartient, elle nous appartient à double titre. Premièrement, il faut se la réapproprier, tous ces symboles. Il ne faut plus qu'il y ait une captation d'héritage. Premièrement. Deuxièmement, elle doit nous appartenir parce qu'elle doit éclairer notre futur. Je reviens à quelque chose. Malheureusement aujourd'hui, et passez-moi un peu de sortir de l'histoire, nous sommes devenus des commentateurs politiques. Nous ne sommes plus dans l'action politique. Qu'ont dit ces héros, et plein d'autres encore, beaucoup d'autres, ils ont dit ça suffit du commentaire ou du moins de l'activisme traditionnel, il faut passer à autre chose. Et quand je dis autre chose, bien évidemment, il faut garder à l'esprit que l'Algérie d'aujourd'hui est une Algérie indépendante, ça c'est clair, mais ce n'est pas une Algérie libre. À nous maintenant de faire que cette Algérie, par notre combat, de tous, parce qu'il y a aussi une chose que je voudrais dire, tous Algériens, nous sommes tous condamnés à vivre en Algérie, d'une certaine façon, pour le mieux ou pour le pire. À nous de décider ce que nous venons, à nous de pouvoir avoir notre destinée en main et de nous construire un avenir. Merci. Avant de donner le mot de la fin à Jamila Zeraoui, j'aimerais lire un passage de la proclamation, de l'appel du 1er novembre 1954. C'est un passage, un paragraphe qui me semble tout à fait adapté à l'heure que nous vivons aujourd'hui. Je vous le lis. Aujourd'hui, les uns et les autres sont engagés résolument dans cette voie. Et nous, relégués à l'arrière, nous subissons le sort de ceux qui sont dépassés. C'est ainsi que notre mouvement national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine, mal orienté, privé du soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassé par les événements, se désagrège progressivement à la grande satisfaction du colonialisme qui croit avoir remporté la plus grande victoire de sa lutte contre l'avant-garde algérienne. L'heure est grave. Jamila Zeraoui, je vous en prie. Mais écoutez, moi j'ai envie de rendre hommage à tous les chouhada, les moudjahid, voilà, pour nous avoir donné ce pays, ce beau pays. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, moi j'invite toutes les personnes de la diaspora à se mobiliser, à agir, à bouger de leur côté pour se rapproprier leur histoire, mais évidemment une histoire, on va dire réelle, pas celle qu'on peut lire évidemment. Et j'invite aussi le gouvernement, parce que bon, c'est bientôt la fête du 1er novembre à l'ambassade d'Algérie. J'invite évidemment Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, à faire en sorte que ces festivités s'étendent un peu plus, on va dire, sur toute la France et qu'il se passe quand même plus de choses, plus de manifestations culturelles, de projections. Il faut vraiment qu'il y ait un engouement autour de cette journée et que ce ne soit pas qu'une soirée qui soit symbolique et qui fasse venir 500 personnes et qu'on boit du champagne et qu'on mange des petits fours. Idéalement que tous les Franco-Algériens, tous les gens qui sont concernés se sentent impliqués dans cette réappropriation de l'histoire. Donc plus de moyens, plus d'événements, plus d'actions et puis restons positifs. Voilà. Merci. Moi j'aimerais finir d'abord pour rappeler, regardez la photo qui est derrière moi, celle des 6 de novembre, qu'on appelle les fils de la Toussaint. Regardez-les bien. Ils ont tous moins de 30 ans. Ils sont tous jeunes. Ils étaient tous jeunes. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur message aujourd'hui que cette photo pour demander aux jeunes de s'impliquer, d'être là, de répondre présent. Parce que jamais ce pays n'a été autant en danger de disparition que maintenant. Pas même durant les heures les plus noires du colonialisme. Jamais ce pays n'a été autant menacé de disparition. Et je finirai donc cette émission en vous lisant un autre extrait de l'appel de 1954. Moyen de lutte, conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieures et extérieures.
la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Pour parvenir à ces fins, le Front de libération nationale aura 2 tâches essentielles à mener de front et simultanément. Une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan de l'action propre, et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier, avec l'appui de tous nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les ressources nationales. Il est vrai, la lutte sera longue, mais l'issue est certaine. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Montassar Batron, à Sami Osaddiq, à Jamila Zeraoui. Merci à vous. Bqaw ala khair b'slama.